Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Maintenant vous en avez l'habitude. On va parler des 5 étapes à ne pas négliger avant de partir en randonnée. C'est parti. Alors cette vidéo répond en fait à une question de Fabienne qui m'a été posée sur la dernière vidéo en me demandant est-ce que je pouvais faire une vidéo sur comment je préparais ma randonnée, quel site j'utilisais, le matériel et également le repérage une fois sur le terrain. Il y a donc 5 étapes pour préparer une randonnée, en tout cas c'est comme ça que je les ai placées et la première des étapes c'est choisir sa randonnée. La première étape est de choisir une randonnée qui vous convient et pour cela il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier, c'est le facteur de votre forme physique. Et oui, si vous n'êtes pas forcément en grande forme physique au moment où vous voulez faire la randonnée, il va peut-être falloir l'adapter et pas s'attaquer de suite à un 1000 mètres de dénivelé positif, mais peut-être plus partir sur un dénivelé de 200, 300 ou 400 mètres maximum. Donc c'est vraiment le tout premier élément à prendre en compte. Le deuxième élément, c'est votre propre expérience. Et oui, on va choisir sa randonnée en fonction de sa propre expérience. Si vous êtes habitué à des terrains accidentés, à des terrains vertigineux, à des terrains enneigés, à des pentes raides, etc., ben vous allez pouvoir choisir une randonnée qui va aller dans ce sens-là. Par contre, si vous n'êtes pas habitué et que vous n'avez jamais, par exemple, chaussé des crampons ou des raquettes, il va peut-être falloir commencer à s'entraîner tout doucement sur du plat. Et là, il y a plein d'endroits pour ça. Il y a notamment par exemple le lac de Payolle, vous attendez qu'il neige un petit peu, vous avez votre première paire de raquettes et vous allez commencer à marcher, voir comment ça fonctionne. En plus vous pouvez grimper un petit peu en prenant la route de la Roquette dans 6 ans et c'est vraiment un très bon moyen pour apprendre à pratiquer la randonnée avec un équipement hivernal. Autre élément, la durée et la difficulté de la randonnée. La durée de la randonnée, souvent sur des topos que vous allez pouvoir lire, alors que ce soit sur des livres ou sur des sites internet, vous allez avoir très souvent une indication du temps qui est donné, alors soit pour atteindre l'objectif, soit pour faire l'aller-retour et donc faire la boucle de cette randonnée. Et vous avez donc l'heure, un horaire qui s'affiche. Cet horaire, généralement, il est donné pour des personnes qui marchent, on va dire, tout à fait normalement. Il y a des personnes qui marchent plus lentement, comme c'est mon cas à moi, parce que je m'arrête de faire des photos tout le temps. Et donc, quand on me dit que la rando fait 5 heures aller-retour, je sais très bien que je mettrai 7 ou 8 heures. Et il y a des personnes, au contraire, qui, elles, vont voir le côté plus sportif de la randonnée. Et une randonnée qui est donnée pour 5 heures, ils vont peut-être la faire en 3h30 ou 4 heures. Je ne parle pas des trailers forcément qui eux vont aller beaucoup plus vite, mais il y a cet élément-là de durée à prendre en compte aussi selon votre forme physique et votre expérience en montagne. Et ensuite aussi il y a le dénivelé. Un dénivelé très important va engendrer une prise de matériel peut-être un peu plus en conséquence, qui est toujours en lien avec votre forme physique. Ne vous attaquez pas à une randonnée qui fait plus de 1000 mètres de dénivelé si vous n'avez jamais fait de randonnée en montagne. Comme je le disais tout à l'heure, il vaut mieux y aller progressivement et vous donner comme objectif dans un an d'atteindre peut-être votre premier 1000 mètres de dénivelé. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis il y a la difficulté aussi, il faut se renseigner sur la difficulté de notre parcours. Est-ce qu'il y a des passages très engagés? Est-ce qu'il y a des cheminées à remonter? Est-ce qu'il y a des pentes raides? Tout ça, c'est des petits éléments techniques qu'il faut prendre en compte avant de démarrer la randonnée. Et surtout, quand on n'a pas d'expérience, c'est très compliqué de se trouver face à une pente très raide et de savoir si on va pouvoir la monter ou pas. Donc avant tout, il faut consulter les sites et les guides pour être vraiment sûr de ce qu'on va faire. Et enfin, le dernier facteur qui est prépondérant et primordial, c'est les conditions météo. Quand on commence une randonnée, même avant d'attaquer la randonnée, la veille ou l'avant-veille, on commence à checker un petit peu la météo. Quand c'est en conditions estivales, on consulte juste les prévisions du lieu où on veut aller randonner. On regarde, on fait bien attention s'il n'y a pas des orages qui sont prévus le soir. Si jamais il y a des orages qui sont prévus le soir, c'est pas forcément rédhibitoire. Il va falloir juste peut-être adapter la randonnée et partir un petit peu plus tôt pour rentrer avant les orages. Si jamais il y a des orages le soir, peut-être voir sur l'étape s'il y a quelques abris où vous allez pouvoir vous mettre pour que l'orage passe. Et ensuite, il y a tout ce qui est conditions hivernales, où là, il y a la neige, la glace, le froid, le vent, etc. Donc les prévisions météo sont bien évidemment très importantes, mais outre les prévisions météo, il y a aussi à prendre en compte le bulletin du risque d'avalanche. C'est un élément qui est fourni par le site de Météo France et qui vous donne les risques d'avalanche par secteur et par niveau, donc de 1 à 5.
1 étant un risque très faible, 5 étant un risque maximal et un risque 5 est souvent accompagné d'une vigilance orange, voire même rouge. Et là, il est vraiment déconseillé de partir en montagne, sauf si ce n'est de rester en bas, par exemple à Payolle, pour revenir à ce coin-là. Mais vraiment, voilà, s'aérer sur des endroits qui sont absolument pas exposés et surtout prendre aucun risque. Et donc, il faut consulter la météo sur le site que vous voulez, que vous êtes habitué. Et surtout, le bulletin de risque d'avalanche, ça c'est pour les prévisions en hiver. La deuxième étape pour préparer au mieux sa randonnée, c'est de choisir son itinéraire. Alors on est prêt, on a préparé son petit tracé pour cette randonnée, on sait où on va, on sait dans quelle vallée, on connaît à peu près le dénivelé. Maintenant, l'important c'est d'avoir toutes les infos vraiment sur le tracé et prendre le maximum d'informations pour ne pas se retrouver en fait un petit peu perdu comme ça dans la nature. Alors on va consulter différents sites, il y a beaucoup de sites sur internet avec des traces, même GPX que vous allez pouvoir charger si vous avez le matériel qui est adapté, c'est-à-dire un GPS ou une montre connectée, et bien se renseigner sur le lieu de départ. Où est-ce qu'on peut se garer? Est-ce qu'on peut se garer? Est-ce qu'il faut emprunter une route qui est cabossée ou pas cabossée? Est-ce qu'on a accès à cette route? Donc est-ce qu'on peut monter un petit peu plus avec son véhicule ou pas du tout et rester vraiment en bas? Et donc perdre peut-être, augmenter le dénivelé qu'on a sur cette randonnée-là. Ensuite, bien voir aussi vraiment l'itinéraire en détail. Alors pour cela, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser plusieurs sites qui sont assez connus. Le premier, c'est le site Google Earth. Vous allez sur internet, c'est gratuit, vous téléchargez l'application Google Earth. Vous avez une vue en 3D du lieu où vous voulez aller. Vous pouvez même faire le tracé de votre itinéraire. Il en découlera le dénivelé, l'altitude, la distance, etc. Et en fait, rien que d'avoir ce premier visu, vous allez peut-être déjà vous projeter dans l'environnement dans lequel vous serez. Vous allez pouvoir même faire des vues au niveau du sol et voir un petit peu ce qu'on voit sur le moment même. Et donc c'est vraiment la première chose moi que je fais quand je cherche un itinéraire et quand je l'ai sélectionné, c'est d'aller voir à peu près à quoi il ressemble sur Google Earth. On a aussi une première vision sur les pentes, est-ce que c'est très raide, pas raide, et ça nous donne déjà une première idée et qui est souvent très très bonne. Ensuite, deuxième astuce pour se renseigner sur la randonnée, c'est d'aller sur le site d'IGN et notamment IGN Rando, qui est un site gratuit, qui est très bien fait et qui permet là également d'avoir un petit peu la topographie de l'endroit où on va aller randonner, et vous pouvez ajouter à cela des calques de pages qui vous permettent en fait tout simplement de voir un petit peu les courbes de pente, de voir un petit peu les expositions, de voir s'il y a des cabanes, des points d'eau, des forêts, des torrents, des cascades, des ponts. Et aussi vous avez un élément qui est encore plus important, et là c'est idéal pour l'hiver, c'est que vous avez la carte des pentes. Et avec cette carte-là, vous savez que votre sentier passe ou non sur des pentes qui sont exposées. Souvent, les pentes exposées, c'est des pentes qui sont à plus de 30%. Et grâce à IGN Rando et ce calque avec les pentes, vous avez tout simplement les pentes et ça vous permet de voir si c'est un accès qui est faisable ou pas en fonction bien évidemment des conditions météo. S'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de danger, mais s'il y a de la neige, il faut prendre en compte ce degré de pente pour adapter peut-être en fonction votre itinéraire. Et ensuite la dernière chose, le dernier élément que j'utilise moi, c'est un logiciel, un site internet qui s'appelle GPX Studio et qui permet également de faire son tracé un peu à l'image de Google Earth, sauf que là c'est un petit peu plus précis sur le dénivelé. On peut mettre son point de départ et son point d'arrivée et le site va trouver lui-même le sentier, et l'avantage c'est que cette trace on peut l'exporter en fichier GPX. Et alors deux solutions, soit vous avez une montre connectée qui accepte comme moi les fichiers GPX et dans ce cas là vous pouvez charger votre sentier sur votre montre. Ça a vraiment un intérêt principal, c'est que si jamais vous vous perdez, vous avez vraiment le GPS sur votre montre et vous pouvez retrouver le sentier assez rapidement. Et la deuxième solution, c'est donc de charger ce fichier GPX sur votre GPS que vous avez, un GPS portable. Il en existe plusieurs, moi j'en ai pas personnellement, mais là également vous pouvez charger la trace et vous repérer si jamais le brouillard se lève au dernier moment ou qu'il y a quoi que ce soit, mais vous perdez pas la trace et vous pouvez rentrer directement en la suivant. Pour ceux qui ont une montre connectée aussi, c'est quelque chose qui est très pratique puisque le fait de charger sa carte sur la montre vous permet d'avoir un itinéraire. Et souvent, ces montres sont liées à des applications que vous avez sur le téléphone et qui vous permettent, elles également, de faire votre propre trace, de l'exporter directement depuis le téléphone vers votre montre et d'avoir aussi quelques informations sur les pentes, par exemple, savoir si les pentes sont supérieures ou inférieures à 30%, les cabanes, les cours d'eau, les courbes de niveau. Bref, ça donne aussi pas mal d'infos
faut et il y a chaque montre a sa spécialité. Moi personnellement j'ai la Suunto, la 5 Peak si je dis pas de bêtises, et elle me permet de faire ça et ça me rassure quand même parce que du coup avec moi j'ai toujours cette montre là qui a une bonne autonomie et je sais que si j'ai la trace chargée à l'intérieur, je serai jamais perdu. Alors dernière petite astuce pour préparer sa randonnée, moi le conseil que je peux vous donner, et c'est par expérience, c'est de prévoir une randonnée B. C'est-à-dire, vous avez votre tracé, vous avez votre itinéraire, vous souhaitez absolument monter au pic d'Ansaber par exemple, donc vous savez d'où vous partez, vous savez d'où vous arrivez et vous savez par où vous passez. Mais je vous conseille, quand vous savez que vous allez prendre la route comme ça et partir en randonnée, c'est d'avoir un plan B. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'est pas impossible que quand vous allez partir tôt le matin, la route soit bloquée pour une raison ou pour une autre et que du coup l'accès soit interdit. Et dans ce cas-là, avoir dans ces petits papiers un plan B pour une autre rando qui est à proximité, ça peut vous sauver. En tout cas, ça peut vous sauver la journée et vous ne vous retrouverez pas perdu parce que vous pourrez préparer aussi en amont cette deuxième randonnée plan B. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne et qu'il faut retenir. Ensuite, il va falloir qu'on prépare son matériel. Et là, pour le matériel, moi, ce que je fais, c'est que je vais le faire la veille. Jamais je prépare le matériel le jour où je pars, à moins que je parte à toute fin de journée pour un coucher de soleil. Et là, je peux me permettre de le préparer le jour même. Mais quand je sais que je pars tôt le lendemain matin, je vais tout préparer donc bien à l'avance. Alors, outre le fait qu'il y a pas mal de matériel photo et que je sais ce que je dois prendre, il y a après quelques matériels qui sont obligatoires en fonction de la saison où on randonne. Si c'est en été, dans mon sac, il y a toujours une couverture de survie, par exemple, il y a toujours un sifflet, une boussole. Il y a toujours mon téléphone qui est chargé avec des cartes qui sont enregistrées à l'intérieur pour ne pas me perdre. Il y a également une doudoune, une veste contre la pluie et le vent, un pantalon, un t-shirt de rechange, des chaussettes de rechange, quelques petits médicaments, un petit couteau. Voilà, ça c'est le matériel qui est là, on va dire, dans 100% des cas que je pars en randonnée, j'ai toujours ce matériel-là sur moi. Et ensuite, je vais l'adapter en fonction du dénivelé et de la topographie des lieux et surtout de la saison. Forcément, si je pars en hiver, il va falloir que je prenne en plus les guêtres, les crampons, de temps en temps le piolet quand c'est nécessaire, les raquettes aussi, les bâtons, mais ça je les ai aussi tout le temps, sauf quand je les oublie. Et après, il y a le matériel aussi, tout ce qui est équipement pour le corps, donc soit les gants, le bonnet, l'écharpe, etc. Donc je suis plutôt organisé puisque chez moi j'ai des caisses qui sont triées par catégorie. Donc j'ai une caisse pour l'hiver, une caisse pour l'été, pour les petits accessoires de bivouac. Est-ce que j'ai besoin du réchaud? Je sais que pour l'eau aussi j'ai une gourde filtrante et donc là je me soucie pas trop de l'eau, je check juste quand même un petit peu avant sur les cartes. C'est là où IGN Rando est important et Google Earth aussi, c'est que je sais s'il y a un lac à proximité ou un petit torrent, une petite rivière, et avec ça en fait je peux remplir absolument partout, donc j'ai pas besoin de me soucier de remplir l'eau et de surtout porter 1 ou 2 kg d'eau en plus dans le dos. Ça, j'en ai pas besoin. Après, il faut penser aux repas, donc certains vont partir sur des repas lyophilisés et vont devoir donc utiliser des petits réchauds comme cette jet ball là. Moi, je sais que personnellement, je vais plutôt préférer, dans un souci d'allègement de sac, prendre avec moi du pain de mie, tout simple, faire des petits sandwichs, c'est très léger et puis on y a accès assez rapidement. On n'a pas à se soucier surtout d'amener un réchaud. Donc voilà, le sac est généralement prêt la veille, avant que je parte. Je réunis tout ça dans le petit hall et je mets pas forcément le matériel dans la voiture avant de partir. Comme ça, le matin, tout est prêt à charger et c'est parti pour la randonnée. On passe à l'étape 4 maintenant, une étape rapide mais qui est très importante, c'est de prévenir quelqu'un de votre itinéraire. Il faut toujours prévenir quelqu'un, même si vous partez en groupe, de là où vous allez. Il peut se passer plein de choses et le fait de donner son itinéraire, voire son plan B à une personne proche, donc ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, bref, n'importe qui, sache que vous partez, à quelle heure vous partez et à quelle heure vous êtes censé revenir. Moi, je sais que j'avertis toujours ici à la maison l'heure approximative à laquelle je rentre et je dis simplement qu'il ne faut pas s'inquiéter au moins avant cette heure-là et qu'après ça commence à devenir peut-être un petit peu inquiétant. J'avertis toujours après dès que j'ai du réseau que tout va bien et que je suis sur le retour. Si j'ai un peu de retard du coup comme ça il n'y a aucun souci. Mais j'avertis toujours de l'endroit, de la vallée, de là où je me gare, de quel itinéraire j'emprunte et de mon but, mon objectif de la sortie pour qu'en cas de souci on puisse me retrouver assez facilement. Et enfin la dernière étape c'est de partir à l'heure. Alors c'est bizarre comme étape mais c'est quand même de partir à l'heure. Il se peut qu'on soit retardé pour une raison ou pour une autre
et prendre 2 heures ou 3 heures de retard sur un départ de rando, surtout pour une longue randonnée, mais ça peut être vite problématique parce qu'il va falloir commencer à se poser les questions sur le retour. Est-ce qu'on va rentrer? Est-ce qu'il fera jour? Est-ce que je ne vais pas attraper l'orage qui est prévu en fin de journée? Donc c'est vrai que partir à l'heure, c'est toujours mieux. On peut avoir un petit peu de retard, mais pas plusieurs heures en tout cas, et on sait que si on part avec beaucoup de retard, on va adapter son itinéraire et on va surtout le raccourcir pour pouvoir rentrer dans les temps. Voilà pour ces 5 étapes pour bien préparer sa randonnée. Donc Fabienne, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, il suffit de me le dire ici dans les commentaires. En tout cas, il va beaucoup neiger ces prochains jours dans les Pyrénées, donc c'est parti, il faut que je prépare le sac. À bientôt, salut!